En 1890, la Côte de l'Or, futur Ghana, était sous domination britannique. Jadis terre de royaumes puissants comme l'Empire Ashanti, le pays était exploité pour ses richesses tandis que les Africains vivaient sous un régime colonial oppressif. Malgré la ségrégation, un nationalisme naissant commençait à émerger parmi les élites africaines. C'est dans ce contexte que naît Kwame Nkrumah, un enfant destiné à changer l'histoire. Témoin des injustices de son peuple, il deviendra le leader incontesté du combat pour l'indépendance du Ghana et un pilier du panafricanisme. Kwame Nkrumah est né le 21 septembre 1909, à Nkroful, un petit village situé dans l'ouest de la Côte de l'Or, aujourd'hui le Ghana. À cette époque, la Côte de l'Or était une colonie britannique, exploitée pour ses ressources naturelles, en particulier l'or et le cacao, et gouvernée par un système colonial strict qui marginalisait les Africains au profit des Européens. Ce contexte de domination étrangère marquera profondément le jeune Nkrumah, qui deviendra plus tard l'un des plus fervents défenseurs de l'indépendance africaine. Nkrumah est issu d'une famille modeste mais respectée au sein de la communauté Akan. Son père, un orfèvre, appartenait au peuple Nzema, une ethnie du sud-ouest du pays, réputée pour sa culture et sa forte identité traditionnelle. Sa mère, Elisabeth Nyaniba, joue un rôle fondamental dans sa jeunesse. Femme courageuse et profondément attachée aux valeurs ancestrales, elle inculque à son fils un sens aigu de la fierté africaine et du respect des traditions. Bien que les Nzema aient conservé certaines structures sociales autonomes, la présence coloniale britannique était omniprésente. L'administration coloniale imposait son autorité sur la justice, l'économie et l'éducation, marginalisant les traditions locales et imposant la supériorité du mode de vie européen. Cette réalité créa un environnement où les jeunes Africains ambitieux devaient jongler entre la préservation de leur identité culturelle et l'acquisition d'une éducation occidentale pour espérer s'élever socialement. Dès son plus jeune âge, Kwame Nkrumah se distingue par son intelligence et sa soif de savoir. Il fréquente l'école primaire catholique de Al-Fasini, un établissement missionnaire tenu par des prêtres britanniques. L'éducation dispensée dans ces écoles est largement influencée par la culture et la vision du monde européenne, reléguant souvent les traditions africaines à un statut secondaire. Malgré cela, Nkrumah excelle dans ses études et se forge une solide réputation auprès de ses enseignants. Sa soif de connaissance le conduit à l'Ashimota College, la plus prestigieuse institution éducative de la Côte de l'Or à l'époque. Fondée par les Britanniques en 1924, Ashimota était censé former une élite africaine capable de collaborer avec le pouvoir colonial. Mais Nkrumah ne se contente pas de suivre passivement cet enseignement. Il y découvre des penseurs influents et commence à se poser des questions fondamentales sur l'avenir de son pays et du continent africain. Après avoir obtenu son diplôme d'enseignant, Nkrumah commence à enseigner dans diverses écoles de Côte de l'Or. Toutefois, il ressent une insatisfaction grandissante face aux limites imposées par le système colonial. L'environnement colonial dans lequel il a grandi lui a fait prendre conscience des inégalités profondes entre les Africains et les Européens. Le système éducatif mis en place par les Britanniques formait une élite africaine docile, destinée à occuper des postes subalternes dans l'administration coloniale, mais ne préparait aucunement à l'autonomie politique et économique du pays. Très tôt, Nkrumah comprend que pour changer cette situation, il doit acquérir les connaissances et les outils intellectuels nécessaires pour combattre le colonialisme. Son ambition le pousse à chercher des opportunités pour poursuivre des études supérieures à l'étranger. C'est ainsi qu'il obtient une bourse pour aller étudier aux États-Unis, un tournant décisif dans sa vie. En 1935, Kwame Nkrumah embarque pour les États-Unis, un pays qui, malgré son propre passé esclavagiste et ses discriminations raciales, offre un espace plus propice aux idées révolutionnaires et anticolonialistes. Il s'inscrit au Lincoln University en Pennsylvanie, une institution qui accueille de nombreux étudiants africains et afro-américains. Très vite, il se distingue par sa curiosité intellectuelle et son engagement politique. Nkrumah se plonge dans l'étude des sciences politiques, de la sociologie et de l'histoire africaine. Il est particulièrement influencé par les écrits de Karl Marx, Vladimir Lénine et Marcus Garvey. Marx et Lénine lui apportent une grille d'analyse sur l'exploitation économique et la domination coloniale, tandis que Garvey l'inspire avec son mouvement de retour en Afrique et son message de fierté noire. Au-delà des livres, Nkrumah s'engage activement dans la vie politique et sociale des Afro-Américains. Il participe à des mouvements de défense des droits civiques et collabore avec des figures influentes du panafricanisme comme Du Bois et James.
Il comprend que la lutte des Noirs américains contre la ségrégation et le racisme est liée à celle des Africains contre le colonialisme. Cette prise de conscience renforce son engagement pour l'indépendance totale de l'Afrique. Pendant son séjour aux États-Unis, il traverse aussi des moments difficiles. En tant qu'étudiant étranger noir, il est confronté au racisme systémique de l'époque. Trouver un emploi pour financer ses études est un défi constant, et il mène une vie précaire, travaillant comme serveur, ouvrier et même balayeur dans des usines. Mais loin de le décourager, ces épreuves forgent son caractère et son sens du sacrifice. En 1945, après avoir obtenu plusieurs diplômes aux États-Unis, Nkrumah part pour Londres afin de poursuivre ses études à la London School of Economics et à l'Université de Londres. C'est dans cette ville qu'il fait une rencontre décisive avec George Padmore, un intellectuel et militant panafricaniste originaire de Trinité et Tobago. Padmore devient son mentor et le guide dans le monde du panafricanisme militant. L'année 1945 est marquée par un événement clé, le 5e congrès panafricain de Manchester. Ce rassemblement historique regroupe des figures influentes comme Jomo Kenyatta, futur président du Kenya, Hastings Banda, futur président du Malawi, et d'autres leaders africains et caribéens. Ensemble, ils dénoncent le système colonial et appellent à l'émancipation immédiate des peuples africains. Nkrumah joue un rôle actif dans l'organisation du congrès et y prononce un discours enflammé. Il comprend que l'indépendance de l'Afrique ne se gagnera pas seulement par des revendications pacifiques, mais par une mobilisation populaire massive et une stratégie bien élaborée. À Londres, Nkrumah intensifie ses activités politiques. Il crée plusieurs organisations de lutte pour l'indépendance et entretient des contacts avec des réseaux anticoloniaux à travers l'Europe. Son charisme et son talent oratoire lui permettent de rallier de nombreux jeunes Africains à sa cause. Il rédige également des articles et des pamphlets appelant à la libération de l'Afrique, posant ainsi les bases de son idéologie future. En 1947, convaincu que le moment est venu d'agir sur le terrain, Kwame Nkrumah retourne en Côte de l'Or. Il est recruté comme secrétaire général de l'United Gold Coast Convention, UGCC, un parti fondé par des intellectuels et des notables africains réclamant des réformes politiques auprès des autorités coloniales. Cependant, Nkrumah se rend rapidement compte que ces élites sont trop modérées et peu enclines à mener un véritable combat pour l'indépendance immédiate. Son approche radicale et son discours enflammé séduisent la jeunesse et les classes populaires. Il multiplie les meetings, appelant à une action directe contre le colonialisme. Son influence grandit au point d'inquiéter les autorités britanniques, qui l'arrêtent en 1948 avec d'autres leaders nationalistes après une série de manifestations et d'émeutes populaires. Cet emprisonnement ne fait que renforcer sa popularité et son aura politique. Une fois libéré, Nkrumah rompt avec l'UGCC et fonde en 1949 son propre parti, le Convention People's Party, CPP. Son slogan, Self-Government Now. L'indépendance maintenant, devient le cri de ralliement des masses. Il organise des campagnes de désobéissance civile et des grèves générales qui paralysent l'administration coloniale. Les Britanniques, dépassés par l'ampleur du mouvement, l'arrêtent à nouveau en 1950. Mais même derrière les barreaux, Nkrumah reste une figure centrale du combat pour l'indépendance. En 1951, alors que la pression politique et sociale ne cesse de s'intensifier en Côte de l'Or, les autorités coloniales britanniques sont contraintes d'organiser des élections législatives partielles afin de répondre aux aspirations du peuple. Malgré son emprisonnement, Kwame Nkrumah est désigné candidat par le Convention People's Party, CPP, le parti qu'il a fondé en 1949 avec pour principal objectif l'indépendance immédiate. Le 8 février 1951, les résultats des élections tombent, le CPP remporte une victoire écrasante, avec une majorité absolue. Nkrumah lui-même est élu député alors qu'il est toujours incarcéré. Face à l'ampleur du soutien populaire en sa faveur, l'administration britannique n'a d'autre choix que de le libérer. Moins de 3 jours après l'annonce des résultats, il est libéré et nommé Premier ministre par le gouverneur britannique, devenant ainsi le premier Africain à occuper une telle fonction sous l'administration coloniale. Dès son accession au poste de Premier ministre, Nkrumah met en place une politique agressive de modernisation et d'émancipation économique. Il sait que l'indépendance totale du Ghana ne peut être obtenue sans une stabilité politique et un développement rapide des infrastructures économiques et sociales. Il s'attelle donc à poser les bases d'un État moderne. Dès sa prise de fonction, Nkrumah engage une série de réformes ambitieuses pour transformer le pays et répondre aux attentes du peuple. Son gouvernement met en place un vaste programme d'investissement dans les infrastructures, notamment dans la construction de routes, d'écoles, d'hôpitaux et d'usines. L'objectif est clair,
créer une économie nationale forte et indépendante du système colonial. L'éducation devient l'un des piliers de sa politique. Il introduit une scolarisation gratuite et obligatoire, permettant à des milliers d'enfants de bénéficier d'une instruction de qualité. Il crée également des écoles techniques et des universités afin de former une élite africaine capable de diriger le pays sans dépendre des Britanniques. L'Université du Ghana, basée à Legon, connaît une expansion significative sous son mandat. En matière de santé, le gouvernement de Nkrumah inaugure plusieurs hôpitaux et centres médicaux afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Il lance également des campagnes de vaccination et de lutte contre les maladies endémiques telles que la malaria et la tuberculose. Sur le plan économique, Nkrumah adopte une politique industrialiste inspirée du marxisme et du socialisme d'État. Il met en place des sociétés d'État pour contrôler les ressources naturelles et développer l'industrie locale. L'un de ses projets phares est la construction du barrage d'Akosombo, un immense ouvrage hydroélectrique visant à fournir de l'électricité au pays et à soutenir l'industrialisation. Ce projet colossal, achevé en 1965, devient un symbole de la modernisation du Ghana. L'aboutissement des efforts de Nkrumah arrive enfin le 6 mars 1957. Ce jour-là, après de longues négociations avec les Britanniques et une mobilisation massive du peuple ghanéen, la Côte de l'Or accède officiellement à l'indépendance sous le nom de Ghana, en hommage à l'ancien empire ouest-africain du même nom. Lors de son discours historique à Accra, Nkrumah proclame avec ferveur « L'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle est liée à l'indépendance totale de l'Afrique ». Ce message puissant témoigne de son engagement panafricaniste et de sa vision d'une Afrique unie et émancipée. Avec cette indépendance, le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à se libérer du joug colonial. Ce succès inspire de nombreux mouvements indépendantistes à travers le continent, faisant de Nkrumah une figure emblématique de la décolonisation africaine. Dès son accession au pouvoir, Nkrumah œuvre activement pour l'unité africaine. Il organise plusieurs conférences panafricaines et milite pour la création d'une fédération des États africains. En 1963, il joue un rôle clé dans la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, dont le siège est établi à Addis Abeba, en Éthiopie. Sur la scène internationale, il prône une politique de non-alignement, refusant de se soumettre aux influences occidentales ou soviétiques durant la guerre froide. Il établit des relations diplomatiques avec des pays du bloc de l'Est tout en maintenant des liens avec l'Occident. Cependant, son rapprochement avec l'URSS et la Chine lui vaut des critiques de la part des États-Unis et de certaines puissances européennes, qui le considèrent comme un leader trop proche du communisme. Si Nkrumah jouit d'une immense popularité au début de son mandat, il doit rapidement faire face à des oppositions internes. Son ambition de modernisation rapide génère des tensions avec certaines élites traditionnelles et des groupes conservateurs. De plus, ses réformes économiques, bien que progressistes, peinent parfois à produire des résultats concrets, créant du mécontentement parmi certaines franges de la population. Au fil des années, Nkrumah adopte une gouvernance de plus en plus autoritaire. En 1960, il transforme le Ghana en république et se fait élire président à vie. Au fil des années, son gouvernement devient de plus en plus autoritaire. En 1964, il instaure le parti unique, faisant du CPP la seule formation politique autorisée. Cette décision lui permet d'éliminer toute opposition, mais alimente le mécontentement populaire. Les médias sont strictement contrôlés, la censure est renforcée, et les dissidents politiques sont emprisonnés ou exilés. Parallèlement, Nkrumah met en place un culte de la personnalité. Son image est omniprésente à travers le pays, statues, affiches, livres et slogans à sa gloire se multiplient. On l'appelle désormais Osagyefo, le Rédempteur. Cette adulation excessive finit par le couper de la réalité du terrain et de l'évolution du climat politique au sein du pays. Sur le plan économique, Nkrumah poursuit sa politique de développement ambitieuse. Il investit massivement dans les infrastructures, l'éducation, la santé et l'industrialisation du pays. Le barrage d'Akosombo, achevé en 1965, symbolise cette volonté de modernisation. Cependant, ces politiques économiques commencent à montrer leurs limites. L'économie ghanéenne repose principalement sur l'exportation du cacao, mais la baisse des prix du marché mondial entraîne une crise financière. Les grands projets industriels, financés par des emprunts extérieurs, s'avèrent souvent inefficaces et engendrent une dette colossale. La corruption au sein de l'administration publique et du CPP aggrave la situation. Les pénuries de biens essentiels et la montée du chômage provoquent un profond mécontentement parmi la population. Des grèves et des manifestations éclatent, dénonçant la crise économique et les abus du régime. La situation devient de plus en plus instable,
et la popularité de Nkrumah s'effondre progressivement. Sur la scène internationale, Nkrumah poursuit son engagement panafricaniste et sa politique de non-alignement. Il entretient des relations avec l'Union soviétique et la Chine, ce qui inquiète les puissances occidentales, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ces dernières commencent à voir son régime comme une menace pour leurs intérêts en Afrique de l'Ouest. En février 1966, alors que Nkrumah est en voyage en Chine et en Corée du Nord pour obtenir du soutien économique et militaire, l'armée ghanéenne, soutenue en coulisses par des puissances étrangères, organise un coup d'État. Le gouvernement est renversé, le CPP est dissous, et une junte militaire prend le pouvoir. Apprenant la nouvelle à l'étranger, Nkrumah tente de rallier des soutiens pour reprendre le pouvoir, mais en vain. Il trouve refuge en Guinée, où le président Sékou Touré lui offre l'asile et lui confère le titre honorifique de coprésident. Déchu, il passe les dernières années de sa vie en exil, écrivant et réfléchissant sur ses échecs et l'avenir de l'Afrique. En Guinée, Nkrumah continue de défendre l'unité africaine et écrit plusieurs ouvrages sur le panafricanisme et le néocolonialisme. Cependant, il est de plus en plus isolé et souffre de problèmes de santé. En 1971, gravement malade, il se rend en Roumanie pour se faire soigner. Il y décède le 27 avril 1972, loin de son pays natal. Kwame Nkrumah fut sans aucun doute l'un des leaders les plus influents du mouvement panafricain et un acteur clé de la décolonisation africaine. Visionnaire, il rêvait d'un continent uni, économiquement indépendant et libéré de toute domination étrangère. Mais comme beaucoup de grands révolutionnaires, son ambition démesurée et son autoritarisme ont précipité sa chute. Aujourd'hui, son héritage est toujours sujet à débat. Certains le considèrent comme un héros national et un précurseur du développement africain, tandis que d'autres pointent ses erreurs économiques et sa dérive dictatoriale. Pourtant, une chose est certaine, il a marqué l'histoire du Ghana et du continent tout entier. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous devons nous interroger, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Kwame Nkrumah? Si cette vidéo t'a inspiré, si tu veux découvrir d'autres récits captivants sur l'histoire africaine et ses figures emblématiques, alors abonne-toi dès maintenant. N'oubliez pas de liker cette vidéo, active la cloche pour ne rien rater et rejoins notre communauté passionnée par l'histoire et le panafricanisme. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Kwame Nkrumah et de son héritage. Ensemble, faisons résonner la voix de l'Afrique. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo fascinante.